Avec nous pour le grand débat d'OVPL ce soir, Antoine Lyon-Camp, bonsoir. Professeur émérite de droit du travail à l'université de Nanterre et directeur de la revue du droit du travail. Bienvenue à vous. Sophie Monton, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Chef d'entreprise, présidente du mouvement patronal éthique qui vient de publier L'économie française en 2019, encore des verrous juridiques et nos solutions. Michel Bogas, bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire confédéral secteur emploi chez Force ouvrière. Et Guillaume Bredon, bienvenue à vous, avocat et expert en droit social à la Fondation Concorde. Merci à tous les quatre d'être ici. Michel Bogas, une réaction à cet avis de la Cour de cassation qui valide donc ces ordonnances Macron et ce plafonnement des indemnités prud'homales. J'imagine que vous êtes en colère ce soir. Écoutez, à Force ouvrière, on comptait plutôt d'ailleurs sur les recours internationaux, puisque nous avons quand même 2 recours auprès de l'Europe et auprès de l'OIT qui sont en cours et qui un jour donneront, je l'espère, vous n'espériez pas grand-chose mais là, ce n'est qu'un avis de la Cour de cassation. En fait, ça ne tient pas le juge. Et la motivation exprimée par la Cour est assez succincte, je trouve. Et en plus, ça serait contradictoire, puisqu'elle dit que la Convention 158 laisse de l'espace aux États pour régler, pour faire un barème sur des litiges individuels. Et puis, de l'autre côté, écarte l'article 24 de la Charte sociale européenne au prétexte justement qu'elle ne peut pas s'appliquer sur des litiges individuels. Donc il y a quand même quelque chose donc un avis qui ne compte pas beaucoup à vos yeux. On va poursuivre. En tout cas, pour Force ouvrière, je pense que les conseils de prud'homme pourront toujours continuer à résister je les invite à résister encore et encore face au barème. Sophie de Menton, on a entendu le MEDEF se satisfaire de cette décision et nous dire que ça va mettre enfin un terme à ce vent de contestation, ce vent de rébellion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est favorable et non seulement c'est favorable, mais ce qui aurait été grave, c'est que la Cour de cassation décide que ce n'était pas valable. Parce qu'il y a quand même une prévisibilité pour les chefs d'entreprise qui est nécessaire. Il y a la confiance quand même dans la réforme, la confiance dans les lois qui passent, que ce soit la loi Pacte ou les autres. Et donc ça aurait été terrible de voir en plus que c'était pas valable. Et sincèrement, je pense qu'un gouvernement qui avait travaillé sur ce sujet, qui avait réfléchi, qui avait limité, qui s'était rendu compte du dommage quand on ne limitait pas ces indemnités et que l'employeur, la PME, ne savait pas du tout ce qui allait lui tomber sur le dos, je pense que c'était négatif pour l'emploi. On n'avait pas envie de recruter en CDI et ça aurait été terrible qu'il soit désavoué. Je pense que le contraire aurait été terrible. Antoine Lyon-Camp. Je pense que ce n'est pas fini. Parce que l'avis est un avis de compatibilité, comme on appelle, abstrait. C'est-à-dire, la Cour de cassation, dans son avis, dit « la loi française n'est pas, en soi, incompatible ». Elle ne dit pas qu'elle est valide, d'ailleurs. Elle n'est pas incompatible. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Ce qui reste, c'est que les conseils des prud'hommes peuvent contrôler l'application du barème et décider que l'application est excessif au regard des conventions internationales, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrôle concret. Et ça, les conseils des prud'hommes vont le faire, certainement, parce que c'est une pratique extrêmement courante de regarder si la loi ne conduit pas à des résultats insupportables. Et on sait qu'il y a déjà une possibilité pour le harcèlement, il y a énormément de cas. Non, mais oui, mais c'est pas exactement comme le problème du harcèlement. Là, la Convention internationale exige, notamment la Convention 158, que la réparation soit adéquate, c'est le maître mot, réparation adéquate, et les juges peuvent dire non, pour quelqu'un qui a 2 ans d'ancienneté, lui donner 1 mois de dommages d'intérêt, c'est pas adéquat. Alors moi, ce que je comprends quand je vous entends, c'est qu'en fait, c'est pas du tout terminé, Guillaume Bredon. Ça veut dire que cet avis de la Cour de cassation, qui était censé mettre un terme quand même à cette espèce de flou juridique, presque à ce bazar, pourrait-on dire, en fait, c'est pas fini. Moi, je partage pas du tout ce point de vue. Je pense que la Cour de cassation, en donnant ses avis, tire un trait définitif au débat. Et je pense que peut-être que les conseils de prud'homme vont résister, peut-être que les cours d'appel elles-mêmes vont résister. Enfin, on peut avoir une autre interprétation, une autre lecture. Moi, je pense que, après tous les débats qu'il y a eu, parce que la Cour de cassation n'a pas sorti cet avis comme ça de son chapeau, elle a beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup pétitionné, ils ont consulté la totalité des juristes de la place, et donc ils se sont prononcés en conscience pour justement indiquer quelle allait être leur position dans tous ces contentieux et pour sécuriser finalement les entreprises, les salariés aussi. Parce que le principe du barème, il n'est pas que négatif pour les salariés. Il y a un plancher
et un plafond, mais également un plancher. Si à partir du moment où on considère que tout barème ou tout forfait n'est pas valable, ça veut dire qu'il y a beaucoup de condamnations forfaitaires dans le Code du travail qui doivent disparaître. Donc, de mon point de vue, vous dites qu'il n'y en a pas. Un mois de dommage à intérêt lorsque la procédure de licenciement n'est pas suivie. Un mois, c'est un forfait. C'est un mois minimum. Oui, c'est un minimum, mais le minimum, c'est un forfait. Non, mais là, c'est des maximums. Ça vient obérer la capacité du juge à sanctionner comme il l'entend en fonction du préjudice réel. Si vous dites qu'il y a des planchers, je comprends qu'on puisse contester le plafond, mais dans ce cas-là, il faut contester à la fois les plafonds et les planchers. Le seul effet des barèmes, c'est d'empêcher le juge d'aller plus haut. C'est le seul effet. Ne nous racontons pas d'histoire. C'est vrai que c'est a priori ce qu'on souhaitait parce qu'on ne savait jamais jusqu'à quel niveau le chef d'entreprise pouvait avoir à payer. Justement, est-ce que ça a eu une réelle efficacité, l'idée de ce plafond et de ce plancher ? 40% de prud'homme en moins. Non, mais c'est pas ça. C'est sur le fait d'embaucher. Non, pardon, mais l'objectif de cette loi, c'était aussi de déverrouiller l'emploi et de permettre aux chefs d'entreprise d'embaucher plus facilement, en se disant après tout, si j'embauche en CDI, je n'aurai pas forcément de prud'homme au bout, ou en tout cas pas des sommes énormes à verser. Est-ce que ça a marché, ça ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il faut être honnête. Question c'est vrai qu'on on essaie d'engager en CDI, mais que la période économique, la stabilité actuelle, certains métiers fait qu'on avance de plus en plus vers une période et vers un monde où le CDI est plus difficile. On a beaucoup besoin de CDD, c'est un vrai problème. Donc je dois être honnête. Autant ça facilite les négociations avant, autant c'est efficace, autant ça enlève une certaine peur de recruter, autant je ne peux pas vous dire que c'est miracle et qu'on va recruter. Oui, mais il est un peu tôt pour le dire, moi je pense qu'il est un peu tôt pour le dire. Il y a un autre c'est décembre 2017, on est en juillet 2019. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que... Alors, il ne voit pour rien, peut-être. Il y a une autre donnée qui est importante. Non, Antoine Liancan ? Oui, il y a une autre donnée qui est importante, c'est qu'il y a une étude qui a été faite sur les cours d'appel de Lyon et de Grenoble pour comparer ce que donne le barème et ce que allouaient les cours d'appel avant. Eh bien, il y a une baisse de plus de 65%. Donc ça veut dire que les salariés, ils ont quand même beaucoup perdu dans cette opération. Et ça, on oublie de dire ça, parce qu'on dit c'est la sécurité pour l'employeur. Je n'en sais rien à dire vrai si c'est vraiment la sécurité. Mais en tout cas, pour les salariés, c'est vraiment une insécurité. Objection, car 40% de prud'homme en moins. 15%. 40%. Non, mais c'est les sur 3 ans. 40% sur 3 ans, oui. Mais donc ça veut dire que ça ne rentre pas dans les stats. Ça veut dire que, surtout, ce qui est très bénéfique, c'est qu'on négocie. On négocie, le patron négocie avec le salarié. Croyez-moi, et vous le savez bien, le salarié français est très protégé. Et c'est tant mieux, mais il est très protégé. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de problème majeur. On négocie aussi avant. Alors, Michel Bogas a peut-être envie de réagir. Oui, non, mais parce que le plancher, il existait avant, puisque en fait, au bout de 2 ans, on avait le droit à 6 mois quand même, alors qu'aujourd'hui, c'est 3. Donc, on a quand même tout divisé par 2. 6 mois, hein. Et le plafond, quand vous avez 30 ans d'ancienneté, que vous faites licencier injustement... Voilà. Moi, le juge pouvait apprécier. Moi, j'ai été conseiller prud'homme pendant 20 ans au Conseil de Caen. J'ai été président général du Conseil. J'ai rendu du jugement. Il y a des régions, par exemple en Normandie, que je connais bien. À Caen, vous pouvez retrouver facilement un peu du travail. Mais une région qui s'appelle Vire, où il n'y a plus aucune entreprise. Eh bien, quand quelqu'un est licencié dans cet endroit, le juge peut apprécier on parle de licenciement abusif, on est bien d'accord. Que le juge peut apprécier que c'est bien plus de 20 mois pour réparer le préjudice. Aujourd'hui, on ne peut plus. Non, il y en a qui sont plus abusifs que d'autres. Oui, non, j'ai pas dit abusif. J'ai dit c'est toujours là, on parle de ça, ce soir. Et violent. Et que, en l'occurrence, quand une entreprise licencie en plus un salarié au bout de 20 ans ou 30 ans, c'est qu'elle n'a plus les moyens de le garder. Donc il faut savoir que ça coûtait tellement cher. Oui, on parle vraiment des licenciements abusifs. Franchement, le plafond à 20 mois... l'expérience m'a montré que des condamnations en plus de 20 mois, il y en avait très très peu dans la réalité. Et moi j'observe que pour les fortes anciennetés, le plafond est à peu près égal à ce que j'observais. Donc je ne crois pas que ce soit sur ce terrain-là que... Pour faire ces plafonds, c'est appuyé sur des moyennes, justement, des recours. C'est donc le discours des entreprises pour dire qu'il y avait un grave danger et qu'ils allaient payer très cher. Non. Puisque la moyenne, c'est ce qui a été mis dans le plafond. Et on retire la liberté du juge. Vous devriez être satisfait de cette décision. Mais non, vous êtes content. Je voudrais qu'on passe au deuxième chapitre de ce débat, qu'on s'intéresse à ce que font nos voisins européens. Plafonnent-ils, eux, les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ? Eh bien, la réponse est plutôt oui. Et on va peut-être revoir ce tableau ensemble. En Allemagne, c'est jusqu'à 18 mois de salaire brut pour les salariés âgés de plus de 55 ans et avec une ancienneté supérieure à 20 ans dans l'entreprise. En Belgique, plancher de 3 semaines et plafond de
17 semaines de rémunération. En Suisse, plafond à 6 mois de salaire. En Suède, c'est réglé à l'amiable, dans la majorité des cas. En Finlande, plancher de 3 mois de salaire et plafond de 24 mois, 30 mois même pour les représentants syndicaux. La comparaison européenne, elle a été très utile à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, lorsque la réflexion a commencé sur le sujet. Souvenez-vous, c'était en juin. En cas de licenciement, il y a 3 indemnités, enfin il y en a 2 plus exactement. L'indemnité légale, fixée par la loi, l'indemnité conventionnelle, fixée par la branche ou l'accord d'entreprise. Et puis, si le juge reconnaît que le licenciement est abusif, n'aurait pas dû avoir lieu, il y a des dommages à intérêts. C'est cette partie-là dont on discute, sur les barèmes. Tous les pays européens ont une barémisation, c'est-à-dire il y a un plancher, un plafond. Alors, juin 2017, il y a pile 2 ans, j'ai oublié de préciser, c'était important, c'était au moment de la réflexion. Vous dites, c'est totalement faux ? C'est faux. D'abord parce que le plafond finlandais a été déclaré incompatible avec la Convention, la Charte sociale européenne. Il y a un précédent finlandais, c'est vrai. Oui, le précédent finlandais, dont on a beaucoup parlé devant la Cour de cassation. Et c'est hors jeu. Par ailleurs, en Allemagne, il faut l'autorisation, l'accord du conseil d'établissement pour licencier. Donc le contexte est absolument différent. C'est rarissime qu'un employeur se lance dans un licenciement injustifié. Et de toute façon, le salarié a le droit d'être réintégré en Allemagne. Alors, donc, vous nous avez pris 2 pays, mais globalement, la tendance est quand même plutôt plancher-plafond. Non, parce que l'Italie, par exemple, la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à la Constitution le barème. Donc, il reste quoi ? Il reste l'Espagne, et je peux expliquer pourquoi le ministre se trompe. C'est en 1980, au moment du passage à la démocratie, que l'Espagne a adopté son statut des travailleurs et a estimé que, n'étant pas habitué à une justice démocratique, il fallait guider les juges. Aujourd'hui, en France, on n'a pas besoin de guider les juges. Ils sont des grands, depuis le Conseil des prud'hommes jusqu'à la Cour de cassation, ils savent leur métier. Et donc, le seul exemple, c'est vraiment l'exemple de l'Espagne. Et l'exemple de l'Espagne, à mon avis, ne fait pas ce que la loi européenne. Et oui, et les pays que je vous ai cités, la Belgique, la Suisse, il faut une délibération du conseil d'établissement pour les licenciements. Donc on est dans des contextes radicalement différents. Sachant qu'en Europe, on est très en avance sur tout le reste du monde. Oui, en la matière. Mais c'est quand même aussi important par rapport à une mondialisation, à tout ce qui se passe dans le monde. On est considérablement en avance pour la protection du salarié en Europe. Je pense que comparaison n'est pas raison, parce que l'exemple de la Finlande, où on monte 24 mois, il faut comprendre que pour la Finlande, ça incorpore les indemnités conventionnelles de licenciement, les indemnités légales et conventionnelles. Alors en France, le barème, c'est en plus des indemnités légales de licenciement, qui au passage, au moment des ordonnances Macron, ont été majorées. Donc il y a une majoration des indemnités légales, et les plafonds dont on parle, c'est les plafonds qui viennent en plus. Pas quand il y a réparation, parce que si vous êtes licencié pour faute grave, vous n'avez aucune indemnisation. D'accord ? Et ça peut être abusif aussi. Si c'est abusif, ça rentre dans le forfait. Non, mais pour répondre à votre question, si vous voulez, tous les pays européens ont été marqués par une sorte de, disons, doctrine. Il faut sécuriser les entreprises pour permettre des recrutements. Tous. Pour flexibiliser le marché de l'emploi. Tous, mais parce que c'est un peu l'idéologie européenne, on va dire, de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que ce soit une idéologie qui soit, disons, pertinente. C'est pas parce que l'Italie, l'Espagne ont été tentés par ça qu'il faut dire que la France doit se laisser tenter. Pourquoi vous dites que c'est une idéologie ? C'est extrêmement concret. Oui, c'est la croyance, parce que c'est indémontrable, comme vous le savez. Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, parce que vous êtes d'une honnêteté à laquelle je rends un hommage vibrant. Il est absolument établi qu'on ne peut pas faire de corrélation sérieuse entre le montant et les facilités de licenciement et les recrutements. À plus long terme, on arrive quand même un peu. On peut simplement observer que dans la plupart des pays d'Europe, le taux de chômage est inférieur au nôtre. Exactement. Non, mais ça n'a absolument... voire très inférieur. Comme le dit très bien Madame de Menton, ça n'a rien à voir. Par exemple, en Espagne, 34% des contrats sont des contrats à durée déterminée. Donc, dans l'Espagne, le chômage est plus important. Mais par contre, dans les pays anglo-saxons qui appliquent les forfaits, le taux de chômage est bien inférieur. En attendant, le chômage baisse. Depuis que Macron essaie d'intervenir, le chômage a baissé. On n'a jamais eu des chiffres aussi bons. Michel Bogas, c'est très facile. Si montez, vous diriez que c'est à cause de la loi du travail. Non, mais sur les comparaisons, je pense que la démonstration vient d'être faite. D'autant plus qu'il y a d'autres recours. C'est pour ça que nous, on espère que nos recours, que ce soit devant l'OIT ou devant la... Vous espérez une réponse quand, d'ailleurs ? Alors, écoutez, ce sont des
procédures un peu longues. Oui. Je pense que nous n'aurons, en tout cas sur l'Europe, sur le recours au niveau européen, nous n'aurons pas de réponse avant l'été 2020. Donc vous voyez, il y a encore... Et vous espérez, comme en Finlande, que ce soit retoqué bien évidemment, puisque par le droit européen. Ça n'aura pas d'effet direct immédiat dans la législation française. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment fondamentalement le recours au prud'homme. Et ce que j'espère, c'est que cet avis va faire que ça va continuer et que le recours au prud'homme va baisser. C'est pas sain. Il faut qu'il y ait des accords entre les employeurs et les salariés. Alors, vous avez la phase de conciliation au Conseil de prud'homme. Vous pouvez aller d'abord à la conciliation. C'est bien mieux de négocier. Et là, alors, vous faites bien d'élargir parce qu'au-delà de cette question du plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif, il y a un problème plus général autour de la justice prud'homale. 4 sénatrices viennent tout juste de publier un rapport. Il y a la question de la lenteur, c'est ce qu'elles pointent. Les délais de jugement moyens dépassent 16 mois, voire plus de 30 lorsqu'un juge départiteur doit intervenir. Voilà ce qu'elles nous disent. Et elles parlent d'une juridiction mal aimée. Je vous propose d'écouter la sénatrice LR Agnès Canaillé au micro d'Alizé Boissin. Écoutez. On sent aujourd'hui effectivement que les conseils des prud'hommes sont assez mal aimés au sein de la justice française, mais surtout cela est appréhendé de manière très inégale sur le territoire et que cette désamour des CPH dépend d'un territoire à l'autre parce qu'il y a des domaines dans lesquels, des lieux dans lesquels ces CPH sont plus efficaces, répondent mieux aux exigences et aux besoins des justiciables, d'autres dans lesquels ils sont embolisés et fonctionnent de manière peu satisfaisante. Guillaume Bredon, vous partagez ce constat? Il y a de toute façon un problème plus général autour de la justice prud'homale, trop lente, mal adaptée. Elle est lente dans certains conseils. Effectivement, il y a des endroits où c'est insupportable, tellement c'est long. Et donc, c'est pour ça que ça me fait rebondir sur le fait qu'il faut négocier avant, il faut se mettre d'accord avant. Et le fait qu'il y ait des planchers et des plafonds permet, en pratique, et je le constate tous les jours, de rapprocher les parties, puisque vous rapprochez les positions, et donc c'est toujours plus facile de parvenir à un accord. Mais oui. Il y a aussi... Alors c'est vrai que selon les conseils de prud'homme, vous avez des délais d'audiencement qui peuvent être radicalement différents. Hein. Franchement, et ça s'accentue beaucoup, le contraste s'accentue. Le rapport dit aussi qu'il faut augmenter les moyens de la justice prud'homale. Absolument, on va y venir, ne vous inquiétez pas, j'ai les préconisations, j'ai la liste. Et quand même une chose qu'il faut dire, vous allez protester en disant que c'est la révolte du patron, mais au prud'homme, généralement, l'employeur perd. Non. Je veux dire que quand on va au prud'homme, c'est quelque chose dans les PME, c'est une terreur. Je veux dire que l'employeur perd. Donc il a tout intérêt à négocier avant. Je rappelle quand même que la composition des conseils de prud'homme est paritaire. Il y a des employeurs et des salariés. Oui. Donc on ne peut pas remettre en cause... Antoine Lioncan, est-ce que dans les faits, il est souvent favorable aux salariés plus qu'à l'employeur? C'est vrai qu'il est assez sensible à la position du salarié, ce qui n'est pas absolument surprenant parce que c'est la partie faible dans un rapport. Bon, maintenant que les conseils des prud'hommes ne marchent pas bien, ça tient aussi à des formes d'antagonisme à l'intérieur des conseils des prud'hommes. Et puis j'oublierai pas, parce que c'est une très belle phrase qu'avait tenue un grand avocat aujourd'hui mort, c'est la plus grande université de France, les conseils des prud'hommes. Pourquoi? Parce que des employeurs comme des salariés qui n'ont pas de formation juridique, qui ont eu un sens du travail bien fait, ils se forment pendant des années à juger ce que se passe chez les autres. Et donc, ça serait une très grande perte, cette immense université sociale, finalement, que sont les prud'hommes. Je ne sais pas ce que ça aurait comme effet sur le fonctionnement même des petites et moyennes entreprises, puisque c'est là qu'on forme souvent des petits patrons qui apprennent, au fond, les guides qu'ils doivent suivre. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans le fonctionnement, mais dans le fonctionnement, évidemment, tout est critiquable parce que les délais, tout a été très bien dit. Toute notre justice est horriblement lente. Oui, mais alors on ne va pas élargir à toute la justice, si vous voulez bien, Sophie Menton. Je rappelle quand même que pour les conseillers de prud'homme, les conseillers prud'homme font ça sur leur temps personnel. Alors, bien évidemment, on met un peu plus de temps à rédiger un jugement quand c'est sur votre temps personnel après votre journée de travail que, bien évidemment, quand on passe sa journée à rédiger des jugements. Ils ont des heures de délégation qui sont payées et ils sont remboursés pour ça. Non, ils ne sont passés pas Michel en plus Bogas, de leur journée de travail, c'est fou. Puisqu'on parlait des préconisations de ce rapport, j'ai effectivement préparé une liste, puisque les 4 sénatrices, à l'issue de leur constat, ont fait des préconisations. Je vous en cite quelques-unes. Adapter la procédure pour créer les conditions de la conciliation. Donc ça, c'est ce que vous disiez, Sophie de Menton. Renforcer les moyens, notamment en greffier et en juge départiteur. C'est ce que vous disiez, Michel Bogas. Mettre en place une obligation de formation continue pour les conseillers prud'homaux, sous la responsabilité
de l'École nationale de la magistrature. Et enfin, renforcer leur dimension juridictionnelle par des symboles comme le port de la robe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas ça qui fera fonctionner mieux les conseils des prud'hommes. La robe, non. Mais le reste, c'est sérieux. Non, moi je pense que... Vous n'êtes pas convaincu ? Non, moi je pense que la formation, elle doit être faite avant de prendre des fonctions. On ne peut pas attendre des années avant d'être formé pour juger des cas dont dépend la vie de petites entreprises ou même la vie de salariés, puisque finalement, c'est très affectif. C'est pas un détail, la robe non plus. Ouais. Ils ont une médaille, honnêtement... Oui, et le fait d'appeler cela tribunal, c'est pas ça qui rendra le jugement plus efficace. Non, mais le respect de la loi, le respect de ce qui a été dit, et je veux dire qu'il y a aujourd'hui... Voilà, c'est pas fondamental, mais c'est pas mal. Aujourd'hui, les conseillers sont choisis, sont sélectionnés par les organisations professionnelles d'employeurs et par les organisations syndicales. Et nous, les c'est aux organisations de choisir vraiment les personnes les plus aptes à remplir cette fonction. Elles prennent aussi dans le milieu patronal ceux qui veulent bien, c'est pas évident parce que c'est chronophage, parce qu'ils ont autre chose à faire. Oui, ils ont autre chose à faire et je vous garantis que c'est pas facile. Oui. Je pense que ça mériterait une formation initiale plus importante. Mais il y a une formation aujourd'hui sous l'égide des magistrats, à la rédaction des jugements et à... Elle dure combien de temps cette formation ? Je crois que c'est 3 semaines à peu près Oui, mais ou peut-être un peu plus. Les organisations syndicales forment leurs conseillers. En moyenne, 3 semaines par an. Donc, je veux dire, nous avons des conseillers prud'hommes qui sont formés au droit et au droit du travail, et à apprécier et à connaître la jurisprudence. Donc, ce sont des gens qui sont parfaitement formés. Alors, peut-être pas tout à fait la première année, mais au bout de 2 ans d'exercice, bien évidemment, et le mandat, vous savez bien qu'il est assez long, il est 5 ans, et l'avant-dernier a duré 9 ans. Donc, au bout de 9 ans, les conseillers prud'hommes savaient à peu près de quoi ils retournaient, et on pouvait espérer que leur jugement soit semi-professionnel. Oui, mais il y a beaucoup de juristes d'entreprise. Par exemple, dans les grands conseils des prud'hommes, ce sont souvent des DRH ou des directeurs des affaires juridiques très compétents. Le vrai problème, notamment dans les grands conseils des prud'hommes, c'est que les juges départiteurs ne sont pas mobilisables facilement. Normalement, le Code du travail limite le temps qui doit s'écouler entre le constat on n'est pas d'accord et l'arrivée du juge départiteur. Et normalement, je crois que c'est dans le mois qu'il devrait statuer. Et quelquefois, je ne cite aucun conseil des prud'hommes de la région parisienne. Il y en a un qui est très malade. C'est plusieurs années. Donc là, il faut que la justice... C'est terrible pour les deux, et pour le salarié et pour le patron. Oui, et en même temps, ils sont surchargés. Donc les préconisations, moi, la différence de mon confrère, je les trouve relativement sages et sérieuses. C'est-à-dire renforcer le nombre de juges départiteurs. Personnel de greffe. Obligation de formation continue, renforcer leur dimension juridictionnelle par des symboles comme le port de la robe. Moi, je suis très attaché à la médaille. Voilà, je l'ai portée pendant plus de 20 ans. Je suis très attaché à la médaille parce que justement, c'est la juridiction du travail. On est jugé par ses pairs et on n'est pas caché sous une robe. Et la conciliation, c'est la vocation historique de ces conseils de prud'hommes. C'est aussi ça quand même. C'est peut-être à cela qu'il faut revenir. Et ça fonctionne pas. Ça fait plusieurs réformes qui essaient de faire en sorte que le jour J, on se mette d'accord. En réalité, si on doit se mettre d'accord, on se met d'accord avant, parfois après. C'est complexe. Mais pas du tout là-bas. Très rarement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça peut arriver, mais pourquoi dire à un moment donné, quand vous êtes en litige, que c'est ce jour-là que vous devez vous mettre d'accord ? C'est compliqué. Mais ça montre qu'on aurait dû rester au barème indicatif. C'était très sage. Et on en revient donc au début. Oui, parce que c'est ça qui intéressant, permet... vous bouclez la boucle. Oui, parce que je tenais à le dire. On est passé au barème impératif, ce qui est assez humiliant pour le salarié, parce qu'on évalue à l'avance quelle est la valeur de l'emploi qu'il a perdu. Vous voyez, donc il est dans sa dignité lui-même atteint. Il est déjà blessé. C'est ontologiquement insupportable cette idée-là, qu'on évalue la perte injustifiée de l'emploi à une somme. Bon, mais passons ça. Le barème indicatif, c'était une assez jolie proposition, et ça permettait en conciliation de discuter. Justement, l'incertitude est ce qu'il y a de pire. 30 secondes pour conclure, Sophie de Menton. Moi, je pense que l'incertitude est ce qu'il y a de pire. Je pense qu'il faut faire évoluer les choses. Vous allez voir, ça va être encore plus incertain maintenant. Écoutez, pour l'instant, ça ne l'est pas. Et les patrons que je représente étaient très satisfaits de cette mesure et pensaient que c'était la chute des prud'hommes, c'est symbolique. Et on a bien compris vos messages respectifs ce soir. Merci infiniment d'avoir participé à ce grand débat. Fin de